André disait souvent que ses poèmes d'amour étaient ses poèmes préférés, qu'il a rassemblés dans son recueil Sidigar. Eine Rose im Herz, ein Herz in Rose, Herz, Eros. Être le cœur du rêve, être le rêve du cœur. Ich schreib in den Bachsand die Vielfalt der Liebe. Passion amoureuse, amour des mots, amour des langues, mais aussi passion, amour du jardin, de ses arbres fruitiers. Und im Schatten des uralten Apfelbaums, als Kernel im Créi geboren, fleurissent les jeunes quetschiers de mes petits-enfants. Aus der Vergangenheit wächst eine Zukunft. Frédéric Laurent, qui est écrivain traductrice, a rencontré André Beckmann sous le pommier. Elle lit l'un des récits inédits en français écrits par André et tirés de son recueil posthume en allemand, Seitenwende. Pas tout à fait sous le pommier, car j'ai rencontré l'œuvre d'André Beckmann au Salon du Livre de Paris, alors que l'Alsace était encore représentée, largement représentée. C'était un grand stand où les œuvres littéraires des auteurs alsaciens étaient vendues et vraiment représentées. Et c'est parce que j'ai vraiment été troublée par cette découverte que j'ai décidé d'écrire André Beckmann. Et je n'ai pas pu tout de suite le rencontrer, malheureusement. Ça s'est fait quelques années plus tard, quand un écrivain et un traducteur polonais, qui avait lu aussi l'œuvre d'André Beckmann, a décidé de publier le calendrier alsacien dans une revue littéraire de grande qualité publiée dans le nord de la Pologne, qui s'appelait Borussia. Donc le calendrier alsacien a été en quelque sorte la petite porte qui a ouvert, qui s'est ouverte sur notre amitié. Ensuite, nous avons eu des projets communs, des projets qu'on a pu réaliser et d'autres qui sont restés dans un tiroir. Malheureusement, André Beckmann n'aimait pas laisser son œuvre dans un tiroir. Ça a été le cas jusqu'à maintenant de Sous le vent étrange. Et parce qu'il était un peu déçu que ce livre ne puisse pas être publié pour des raisons économiques, l'éditeur qu'il avait choisi n'ayant plus les moyens de le faire, il a décidé de donner une autre voix à ce texte et de donner une voix en allemand. C'est le texte que vous connaissez, enfin l'ouvrage que vous connaissez, Zeitenwende. Mais Zeitenwende a une deuxième vie en quelque sorte, puisque je vous lirai aujourd'hui en passage, enfin un texte, un très beau texte, en français donc, le pommier. Oui, le pommier où on pouvait effectivement sous lequel on pouvait rencontrer André Beckmann. Quand je ne suis pas à la maison, je suis ici, dit-il, sous mon pommier. C'est un étrange pommier, tu ne trouves pas? Il forme comme une coupole verte avec sa ramure qui touche le sol tout autour. Quelquefois, je me dis aussi qu'il ressemble à une tête chenue, un peu ébouriffée. En hiver, la ramure extérieure fait penser plutôt à une résine noire posée sur un enchevêtrement insolite. Il y a juste cette mince ouverture dans la filasse verte par laquelle tu es entré. Il est assis sur une planche posée sur 2 empilements de briques et adossé au tronc. Au-dessus de sa tête, fixée sur 2 branches, une espèce d'auvent en plastique ondulé et translucide. Je me suis assise en face de lui sur un billot. Mon pommier, j'y suis à toute saison. Ma hutte, ouverte à tout vent,
J'aime les vents. Ils viennent d'ailleurs, lointains, et m'en apportent les bruissements atténués et les silences susurrés. J'ai appris à en déchiffrer la notion, du crescendo furioso au dolce amoroso. Il y a ces riffs de basse qui rythment la musique quand tombe la pluie. Tu dois me prendre pour un illuminé, non? Il est vêtu d'un t-shirt et d'un pantacourt kaki. Floqué sur le t-shirt, l'inscription « Ferdi », fini, basta. Au pied des baskets, sur sa tête, posé de galvois, un bob vert. Je vais te raconter l'histoire de ce verger, dit-il. La roselière que tu vois en face occupait toute la surface, avec un large déploiement ronceux, descendant d'un talus en déblai. J'en ai acquis la moitié pour une bouchée de pain. Par besoin de créer quelque chose de civilisé, à partir du sauvage, tout en restant au milieu du sauvage. J'ai mis quelques années à sécher ma parcelle, creusant des fosses profondes que je remplissais de cailloux et de grosses pierres ramassées dans la montagne. On appelle ça chez nous rostole, extirpant les roseaux esphègnes, coupant les longues lanières des ronces. J'ai planté 3 rangées d'aulnes côté nord, l'aulne étant ce qu'on appelle un arbre pionnier. Les 3/4 de cette parcelle, je les ai convertis en prés, avec, au milieu, ce pommier. C'était devenu un beau pré couvert de marguerites. Ce furent mes étés de neige et d'or. Mais un jour, une inondation tua mes marguerites et m'emmena de la folle avoine, comme tu vois. Les envahisseurs se sont installés à demeure. Il s'agit maintenant de s'y faire. Comme on en a d'ailleurs d'habitude par ici. Il s'exprime tantôt en français, tantôt en allemand, en alsacien, où j'ai parfois quelques peines à le suivre, ne pratiquant que l'allemand littéraire. En français, sa voix est posée. En dialecte, elle est chez lui plutôt chantante, alors que, chez ses compatriotes, l'élocution est plus rugueuse. J'aurais dû acheter toute la roselière, dit-il. La commune s'en désintéressait alors. Je l'aurais ainsi préservé de l'appétit de futurs prédateurs. Ne m'a-t-on pas suggéré récemment de vendre, prétextant que je ne pourrais plus entretenir mon pré, longtemps, vu mon âge? L'ensemble ferait un bel étang de pêche et on attirerait même les touristes. Mais je suis ch'toua, comme on dit ici, têtue comme une vieille mule. Avant de partir, je devrais faire comme le vieux Georges, qui a cédé une parcelle pareille à la mienne dans un village voisin à une famille manouche, sédentarisée. Le maire avait voulu en faire une décharge publique. Tu iras voir. C'est redevenu sauvage et leurs cabanes font penser à un campement d'Indiens dans une de ces réserves misérables de là-bas. Je vais les voir de temps à autre pour un brin de causette. Tu ne me croirais pas? Ils ne sont pas malheureux. Non, à la réflexion, je ne ferai pas comme le vieux Georges, à cause de la bombe. Va-t-il enfin venir à l'essentiel? N'empêche, rarement un bavard m'a autant intrigué que celui-ci. Pourquoi j'ai jeté mon dévolu justement sur cette parcelle? Lors d'une guerre récente, un bombardier touché à mort laissa tomber sa dernière bombe dans ce marécage. L'avion s'écrasa quelques kilomètres plus loin. La bombe, elle, n'explosa pas et s'enfouit profondément dans une nappe phréatique. Les démineurs et le gros fer, leur détecteur ne réagit pas. Elle a dû plonger dans le magma, dit leur chef, en se moquant des prétendus témoins, dont moi. Dans la paroi du trou creusé par l'impact, je découvris une pierre basaltique taillée, tenant bien dans la main, genre casse-tête primitif, et qui me sembla être d'origine mésolithique. Son propriétaire doit se trouver quelque part dans le fond tourbeux, momifié sans doute. Tiens, l'ancêtre, dis-je en jetant le basalte dans le vase, reprends ton arme. Et une fois la parcelle asséchée, j'y plantai mon pommier. Le voici, veillant sur 2 témoins de l'industrie guerrière de l'humanité, séparés par 10 millénaires. Son sourire indéfinissable, ironie ou sérénité? Tous les soirs, à cette heure-ci, dit-il, nous vient un petit vent d'est. L'entends-tu dans les roseaux? C'est comme un chuintement de balai métallique sur une caisse claire. Le sens-tu jouer avec tes dreadlocks? Les enrouler autour de ton doigt? Tu es étrangement belle, tu sais. Ça me fait penser à cette grecque qui me visita un jour furtivement. Elle était très belle aussi, mais différente. Elle venait d'ailleurs, d'une autre époque. La grecque?
En arrivant ce matin, je la vis assise dans l'arbre, à croquer une pomme. J'eus comme un éblouissement. « Enaos !» me salua-t-elle en me tenant la pomme. Et aussitôt elle disparut. Était-elle une déesse ou une muse? J'optai pour la muse, mais laquelle? Thalie patronne la comédie, mais Pomène la tragédie. Or, ce qui se passe chez nous est à la fois tragique et comique, par conséquent indéfinissable. Il faut donc recourir à l'histoire, car l'histoire, c'est la vue d'en haut, avec du recul, neutre. Ça devait être Clio, alors. Je mordis à mon tour dans la pomme. Elle avait un goût de nectar. Ce nectar me procura-t-il l'immortalité? Tu ris. Moi aussi. Tu veux goûter à mes pommes? Tiens, attrape. Je mords dans la pomme. Elle a effectivement un goût de miel. Ce sera bientôt un paradis perdu ici. A verlorene Heimat, a lost country. Je suis assis sur une bombe qui explosera le jour où les plaques tectoniques bougeront plus que de coutume. Et mon pommier commencera à vieillir. Il ne nous protégera peut-être plus longtemps. De toute façon, la désintégration est en cours. Et Clio pourra noter dans ses annales, après un millénaire et demi, la postmodernité les a effacés des tablettes de l'histoire. À moins que... Au fait, tu viens d'où, toi? D'Afrique? Des Caraïbes? La brise joue toujours avec ses dreadlocks. Et toujours ce chuintement de balai sur la caisse claire. Et les grands zones se mettent à chalouper. Le bleu intense de son regard m'interroge. Dirais-je même qu'il me captive. Maïdel, ma fille, dit-il. Oui, à moins que... Vois-tu, nous sommes venus de ce pays au début de l'histoire. Toujours de l'Est et du Nord, en vagues successives et différentes. Nous nous sommes mélangés chaque fois que... avec ceux d'avant nous, glissant chaque fois un peu plus vers l'ouest. Ces métissages successifs ont fait de nous un peuple singulier. Mais l'histoire s'est finalement retournée contre nous, posant une main trop lourde sur notre destin. Et nous voici fatigués d'avoir été fatigués d'être. Ferdi, fini, basta. À moins que... Non, mon rêve est fou, iconoclaste. Il me manque un dernier des 4 points cardinaux, le sud. Je vous vois donc monter du sud en suivant la progression du réchauffement climatique et nous proposer un dernier métissage. À te contempler, ce serait certainement le plus réussi, le plus séduisant. Mais accepteriez-vous et protégeriez-vous notre ancienne singularité? Je n'en suis pas sûre. Cependant, crois-le-moi, j'échangerai volontiers notre coiffe alsacienne, cocarde comprise, contre vos dreadlocks. Qu'en pense la doctorante en ethnologie? Ou plutôt ma Clio noire? Nous rions aux éclats. Puis nous échangeons un clin d'œil complice, songeant tous les deux au cri d'orfraie qui accueillerait ces propos placés candidement dans ma thèse. Je ferme mon dictaphone et je me lève. Eh bien voilà, tu t'en vas? Quel bavard